Bien, bonjour à tous. Sud de France Développement et Translog Sud de France, en collaboration avec Econostrum.info, vous présente donc le second débat de cette série de 3 à l'occasion du Medfel 2012. Et la thématique sur ce débat étant: les fruits et légumes se prêtent-ils à la vente en circuit court? Et pour en parler, j'ai autour de moi donc Sarah Parlupi de la Fondation Campagna Amica, excusez mon italien, Monsieur Guillaume Armand, directeur commercial Provence-Languedoc de Pomona Terrazur, Monsieur Sébastien Lantenois de Terroir Bio, gérant de Terroir Bio, et Monsieur Mustapha El Kayat, qui est le président de l'AMLOG, l'association marocaine pour la logistique. Alors en quelques années, l'Internet, les AMAP, les approvisionnements auprès des producteurs locaux ont bouleversé les circuits de distribution et en particulier ceux des fruits et légumes. Mais ces circuits courts demandent une organisation logistique différente et posent des problèmes d'approvisionnement, et c'est ce dont nous allons parler avec l'ensemble de nos intervenants, à commencer donc par Monsieur Guillaume Armand, qui est donc, je le rappelle, directeur commercial de la région Provence-Languedoc de Pomona Terrazur. Alors, on vient de le voir dans le petit chapeau qu'on vient de faire, il y a les AMAP, il y a des commandes par Internet, il y a le fait que les supermarchés recourent de plus en plus à la production locale. Donc, est-ce que le circuit court, pour entrer tout de suite dans le vif du débat, est un concurrent à vous qui êtes grossiste? Comme vous le dites, on est tout de suite dans le vif du sujet. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les AMAP, les commandes par Internet soient des concurrents de notre métier de grossiste. On est complémentaires, puisque notre métier à nous, en tant qu'intervenant de la filière, consiste à être en B2B. Alors pour moi, la partie Internet, la partie AMAP consiste plutôt à toucher le consommateur final directement. Pour autant, tout le travail qui a pu être fait par les différents intervenants, notamment sur le développement des sites Internet et des AMAP, en même temps a généré une demande globale de la consommation sur les circuits courts. Donc nous, en tant qu'intervenants de longue date de la filière des fruits et légumes, on avait déjà depuis de nombreuses années travaillé sur cette problématique-là, puisque le groupe a fêté ses 100 ans cette année. Et notamment, dans les années 86, par exemple, on a lancé une marque qui s'appelait à l'époque 100% Terroir et qui s'appelle maintenant 100% Saveur. Et qui, en l'occurrence, consistait à identifier des terroirs, identifier des variétés, identifier des producteurs avec un savoir-faire qui répondait indirectement à ce besoin du consommateur d'avoir un produit qualitatif, d'avoir un produit d'un terroir particulier. Et ça rejoint aujourd'hui la problématique dont on est en train de parler. Alors comment évoluer justement cette marque aujourd'hui? Vous êtes mis finalement au circuit court? Alors, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui? C'est pas une nouveauté, comme je le disais. C'est déjà une logique économique, parce que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui quand on voit le coût des transports, mais on a toujours eu un sourcing proche de nos entrepôts. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, au travers les développements divers et variés, et notamment le Grenelle de l'environnement qui a à un moment donné, par l'obligation d'avoir 20% de produits bio en 2012, a généré au niveau des cahiers des charges de l'administration en particulier. Donc quand je dis administration, je parle des établissements publics divers et variés, qui peuvent être les collèges, les cantines scolaires, les hôpitaux, où très concrètement, ils sont censés avoir l'obligation aujourd'hui de faire 20% des produits qu'ils consomment d'origine biologique. Donc ça peut aussi bien être du fruits et légumes que des produits divers et variés. Il y a eu une problématique, c'est qu'au travers à l'élaboration de ces cahiers des charges, et ce besoin-là, et ce développement de cette notion de circuit court, de développement durable, de produits locaux, l'approvisionnement en produits bio n'est pas aussi simple que ça. Donc ça s'est indirectement détourné sur une approche bio, mais aussi produits locaux. Donc nous, on s'inscrit à la fois dans les deux démarches, en B2B, et on est finalement, on a créé des collections, on a fait simplement que communiquer sur ce qu'on faisait déjà depuis de nombreuses années. Donc ça s'est traduit très concrètement depuis le mois de septembre, en complément des marques qui existaient déjà à notre gamme, par la création d'une marque spécifique, une marque chapeau qu'on a appelée Produits de ma région, et qui aujourd'hui permet de répondre aux attentes de nos clients en leur mettant à leur disposition, région par région, des calendriers de production avec les producteurs,
les communes de production, les régions de production, la nature des produits. On leur a mis à disposition aussi des outils de communication au travers des affiches, au travers des chevalets qu'ils peuvent utiliser sur les lieux de consommation. Et on leur a mis aussi un support pédagogique dans le sens où on explique systématiquement lorsqu'on rentre dans des schémas d'animation de ces circuits courts, de ces produits locaux, pour que à la fois les consommateurs ou les parents d'élèves, quand il s'agit d'établissements scolaires, puissent avoir accès à l'information. On a mis à disposition un format 4 synthétique, un peu ludique, où on explique l'histoire du produit, son origine, l'histoire du producteur, ce qui permet de vraiment aller au bout de la chaîne et communiquer sur le sujet en question. Alors vous parliez justement bio tout à l'heure. Est-ce que le bio ne s'est pas un peu substitué à la production locale dans l'esprit des gens, alors que ce n'est pas forcément un produit de proximité, le bio? Quelle est votre opinion là-dessus? Je crois qu'à un moment donné, il y a plusieurs phénomènes. Alors, on abordera peut-être le sujet tout à l'heure à nouveau, mais aujourd'hui, quand on voit l'organisation de la filière bio, quand on voit les surfaces agricoles utilisées pour la production bio, même si c'est en fort développement, sont loin de répondre à la demande et aux besoins de consommation en France, voire en Europe. Et quand je dis la surface, je parle bien de la surface en France, puisqu'on parle de proximité. Donc la réponse pour pouvoir répondre en produit bio consiste à aller chercher des produits dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc à ce moment-là, on est dans une logique bio, mais on n'est plus dans une logique développement durable. Donc je pense qu'il y a plusieurs approches sur ce dossier-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de par les lobbying politiques, de par les attentes que peuvent avoir nos clients, les choses se sont plutôt tournées sur la notion de production locale plutôt que sur le produit bio. Ça ne veut pas dire que ça évoluera pas dans le temps, mais il faut voir. Mais vos clients le comprennent? C'est un message que vous essayez de leur faire passer? Ils le comprennent, cette différence entre le bio et la production locale, et que le bio n'est pas forcément production locale? Pas obligatoirement. On a un rôle pédagogique important en tant qu'intervenant de la filière, où on communique à nos clients, on explique les démarches. Pour faire très simple et très basique, on explique qu'une tomate, et si on parle de la région du Roussillon, elle n'est pas produite toute l'année, même si aujourd'hui il y en a toute l'année, mais le cycle normal de production, à un moment donné, il est ce qu'il est, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail à faire là-dessus, sur l'explication à apporter aux gens pour que ça soit assimilé. C'est difficile. Bien, merci Monsieur Armand. De toute façon, on reviendra à vous, et je vous propose de poursuivre le débat avec Sébastien Lantenois, qui est donc gérant de Terroir Bio. Alors, vous avez entendu le discours du grossiste sur les limites du circuit court. Alors, avant de nous faire réagir à ça, juste deux petits mots sur Terroir Bio. Qu'est-ce que ça représente, Terroir Bio, aujourd'hui? Et on en viendra après au débat tout de suite. Bonjour. Alors, moi, je suis gérant de la société Terroir Bio, qui est basée à Marseille. C'est une petite structure qui vend sur Internet aujourd'hui. C'est un détaillant, en fait, à peu près. Après, si on parle de circuit court proprement dit, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut représenter sur Marseille, vous avez à peu près 7 structures commerciales, une trentaine d'AMAP sur Marseille, et à peu près 50 tonnes par semaine, dont les 2 tiers sont faits en bio. Voilà à peu près ce que représente le volume en circuit court sur Marseille. Alors, vous êtes bien une société, voilà, qui fournit en B2B, donc si vous fournissez aux AMAP et aux autres sociétés? Non, alors on fournit aux particuliers. Via les AMAP? Pas du tout, non. Via un site internet, en fait, où les gens peuvent commander et sont livrés soit chez eux, soit sur un point de récupération des produits. Et nous, on assure toute la partie logistique entre le producteur et le consommateur. Alors comment vous abordez justement toutes ces contraintes pour le client que représente votre système de distribution? Pour en citer quelques-unes, le préachat, les paniers imposés, pas le choix du producteur, il faut aller chercher son panier. Comment vous vous adaptez à toutes ces contraintes? Alors je crois que les circuits courts ont commencé au début des années 2000 par le développement d'AMAP, du moins sur ce qui concerne la France, où vous vous êtes trouvé sur des structures où vous avez une association qui se monte entre un producteur et un groupement de consommateurs, et les gens ne choisissent pas et vont récupérer leur panier chaque semaine de produits imposés.
Et on assiste à l'heure actuelle un peu à un essoufflement de ce genre de structure, au développement d'un grand nombre de structures commerciales comme la nôtre sur toute la France, avec l'idée qu'il faut aujourd'hui s'adapter au mode de consommation et donc laisser le libre choix d'avoir ou pas avoir de panier, de choisir ses produits, de fournir autre chose que des fruits et légumes. Enfin voilà, c'est tout un certain nombre de choses qui se mettent en place petit à petit pour faire évoluer ces circuits courts. Après, oui, ça impose quand même des contraintes, soit en termes de, chez nous par exemple, en termes de précommande, parce que tout est précommandé. Donc en fait, on fonctionne par semaine, vous commandez du vendredi au mardi, vous êtes livré jeudi-vendredi. Voilà, et ce, chaque semaine. Donc il y a quand même des contraintes qui restent présentes, même si on a libéré le fait que les produits soient tout au choix. Qu'on puisse faire, je sais pas, près de 500 produits à peu près, nous, on a en catalogue chaque semaine. Voilà. Ok, alors pour élargir un peu le débat, quels sont les principaux débouchés du circuit court? Alors, principalement les particuliers, puisque nous, on est axé là-dessus. Après, je crois que les gens sont de plus en plus demandeurs d'à la fois du local et du bio. Je crois que vous l'avez dit, il ne faut pas confondre circuit court et produits bio, ça c'est important, mais les gens cherchent de plus en plus les deux pour un besoin, effectivement, pour lier l'environnemental à l'aspect économique local. Et donc, enfin, voilà, et c'est un marché qui reste en croissance. D'ailleurs, le fait que les grandes structures ou les grands groupes ou aujourd'hui les centres commerciaux investissent ce secteur est la preuve qu'il y a du débouché et qu'il y a une demande de la part de la clientèle. Alors justement, tout à l'heure, M. Armand parlait un peu du circuit, enfin beaucoup même, du circuit court, du circuit bio, la production locale qui était confondue avec le circuit bio. Vous qui êtes dans ce circuit court, c'est quoi votre opinion là-dessus? Entre le bio et la production locale, il y a vraiment un problème qui se pose de compréhension pour le client. Oui, parce que les deux sont assimilés. On assimile beaucoup le bio et le local. Or, effectivement, si vous allez dans un magasin bio aujourd'hui, 80% des produits, notamment les produits transformés, viennent de partout autour de la planète, mais absolument pas du local. Ce qui est complètement paradoxal. Ce qui est paradoxal, ce qui fait que voilà, il y a un respect de l'environnement, mais effectivement, toute la démarche, je crois que vous avez beaucoup de la consommation bio qui est basée sur un aspect santé, sur un aspect peur, maladie, et que du fait, vous avez tout un tas de gens qui consomment du bio et qui veulent quand même des tomates toute l'année, parce que la société de consommation, elle dit qu'il faut des tomates toute l'année, et les tomates, c'est 15 juin, fin septembre. Donc nous, on a déjà des demandes de tomates. Or, les tomates, ça arrive au 15 juin. Et alors, comment vous y répondez à ces demandes? Est-ce que vous faites de la pédagogie vis-à-vis du client en justement lui expliquant qu'il n'y a pas de tomates à cette période de l'année s'ils veulent manger dans leur optique bio? Voilà, c'est ce qu'on fait en permanence toute l'année. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tomates parce que ce n'est pas la saison des tomates. Et on explique pourquoi on trouve des tomates de Provence et comment elles sont produites aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des tomates de Provence partout. Donc c'est difficile pour le consommateur de s'y retrouver et de comprendre qu'en bio, les tomates, ça ne pousse pas avant le 15 juin. Alors, Monsieur Armand, vous vouliez réagir sur ça? Oui, indirectement, on se rend compte que le consommateur n'y voit pas clair sur ces différentes notions. Et quel que soit le stade où on se situe, je crois qu'on a un rôle important d'expliquer notre métier et ce qui se passe réellement dans la filière. Et ce monde de consommation a brouillé les pistes. Et je crois que les années qui sont devant nous, beaucoup de choses seront peut-être plus faciles à admettre par nos clients, quel que soit le stade où ils se situent, parce qu'on revient dans des notions de développement durable qui sont quand même martelées par pas mal de monde et qui vont nous aider. Alors je vous propose de faire maintenant un crochet par l'Italie pour voir comment ça se passe en Italie avec Madame Sara Paralupi, qui est donc de la Fondazione Campagna Amica, qui est donc la filière courte de Coldiretti. Vous nous direz un peu ce qu'est Coldiretti en quelques mots. Pouvez-vous nous parler un peu de cette nouvelle marque et comment vous, en Italie, vous abordez justement ce circuit court?
Coldiretti est une organisation professionnelle. Elle se charge de suivre les activités des entreprises agricoles au niveau technique, au niveau de la législation et en ce qui concerne les opérations aussi. Coldiretti, le syndicat, a créé un outil pour travailler de façon spéciale avec les entreprises qui font de la vente directe. On a essayé à travers une marque qui s'appelle Campagna Amica. C'est une marque enregistrée qui a comme signification produit agricole italien. D'une part, nous avons la sensibilisation des producteurs à transmettre un message simple que les consommateurs peuvent reconnaître et d'autre part, on peut donner aux consommateurs, on peut expliquer aux consommateurs que veut dire comparer un produit qui vient de là tout près, indépendamment que ce produit soit biologique ou pas. Nous avons l'idée derrière de la saison, du kilomètre zéro, du parcours local. Il y a aussi évidemment le bio, mais justement parce qu'on confond toutes les notions et tous les messages, le consommateur est un peu perdu par rapport à tous ces lots et ces produits. C'est pour cela que nous sommes partis de ce message, un message simple pour essayer de transmettre de façon la plus claire possible. Et ce n'est pas facile, cette commercialisation qui est vieille comme le monde, mais qui est une commercialisation que nous devons reproposer aux consommateurs d'une façon tout à fait nouvelle. Alors peut-être vous préciser, excusez-moi, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais il y a des casques de traduction qui sont disponibles. Et pour le français, c'est le 1. Désolé de ne pas vous l'avoir dit avant. Je voulais vous poser une petite question un peu provocatrice, si vous me le permettez. En fait, vous vous adressez uniquement pour les consommateurs et vous leur vendez que des produits italiens. C'est donc une forme de protectionnisme quelque part. Pas du tout. En fait, les agriculteurs italiens, comme j'imagine les producteurs du monde entier, sont convaincus de faire le meilleur produit par rapport aux voisins. Donc les oranges de la Sicile sont les meilleures du monde par rapport aux oranges de la Puglia en Italie même. Donc on a l'impression que comme ça on peut transmettre un message tout à fait énorme, ouvert. On n'est pas simplement sur le territoire, mais on donne l'idée que derrière le territoire, nous avons un territoire encore plus grand qui s'amplifie et on est bio-reconnaissable parce que comme ça, on peut organiser aussi une communication qui arrive beaucoup plus vite aux consommateurs. Si moi, je parle seulement des oranges, c'est seulement un exemple, hein, des oranges de Sicile et je dis que c'est les meilleures du monde, je laisse de côté l'Italie, l'Europe et le reste du monde. On doit parler donc du secteur maraîcher, on doit parler de la saisonnabilité, on doit parler d'un produit plein de santé, on doit aller en dehors de ce que représente l'entreprise agricole. Et donc, nous voulons aussi créer une communication beaucoup plus simple parce qu'on parle seulement d'une seule marque, on ne parle pas de 1000 marques italiennes, une seule marque qui concerne un produit local avec des caractéristiques tout à fait particulières. Ok, donc avec cette marque, vous organisez notamment des marchés. Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui en Italie? Je veux dire, il y a combien de marchés? Vous avez combien de clients? Est-ce que vous avez du chiffre d'affaires, peut-être un chiffre d'affaires à nous annoncer? Ce projet est parti comme ça. C'est la première formule que nous avons, c'est la vente directe. On a copié ceci par rapport au passé et au marché qu'avaient les paysans dans le passé. Nous en avons 900 en Italie de ces marchés et chacun suit une réglementation unique. Chaque marché, donc, en passant de la Sicile à travers le Trentin et toute l'Italie, tous les marchés suivent les mêmes caractéristiques, les mêmes réglementations par rapport aux consommateurs. Ce sont des règles qui concernent les prix, le respect des normatives sur l'hygiène, la sécurité du travail. Et ceci, c'est une garantie pour le consommateur. Et aussi, nous avons la transparence des producteurs qui est associée. On a créé un circuit d'entreprises agricoles qui font de la vente directe, y compris les maisons rurales, les gîtes. Et en fin de parcours,
nous avons prévu un mécanisme que nous avons appelé les caves de cette campagne Amica, où nous avons non pas simplement les producteurs qui font de la vente directe qui peuvent y adhérer, mais à travers une coopérative qui est nationale, qui est une plateforme virtuelle informatique. Je veux dire par là que les producteurs qui ne peuvent pas faire de la vente directe tout seuls, ils mettent à disposition d'autres producteurs qui vendent chez eux leurs produits. Ils les mettent sur le réseau. Et au total, nous avons 900 marchés, 5500 entreprises de ce circuit, plus 100 caves, entre guillemets. Et la facturation des marchés de Campagna Amica en 2011, nous avons considéré que c'était 500 millions d'euros, ce qui correspond au volume de business. Ensuite, je voudrais donner une autre donnée importante. Nous voulons élargir ce parcours et on s'adresse aussi à la restauration maintenant. Non pas seulement au restaurant, mais à la restauration collective. Nous voulons justement souligner l'utilisation de ce produit, non en tant que niche, mais en tant que message élargi, comme les messages que je vous ai indiqués auparavant. Vous avez une idée du panier moyen de ces marchés? Je pense qu'il est très élevé quand on avait discuté ensemble pour préparer ce débat. Voyons, en 2011, nous avions eu la présence d'environ 9 millions de consommateurs qui ont acheté sur les marchés de Campagna Amica avec 9 millions. Avec une dépense par semaine de 25-26 euros. Cette estimation a été faite sur un échantillon de marchés qui sont distribués sur tout le territoire national. Oui, c'est assez important. Donc, quels sont les obstacles que vous rencontrez? Parce que là, vous nous dressez un super panorama. Il y a quand même forcément des obstacles que vous rencontrez dans cette filière courte. Sur les marchés, nous sommes en difficulté par rapport aux surfaces, car nous voulons des caractéristiques qui soient utiles pour les entrepreneurs. Et ce doit être des zones où les gens sont de passage, et ça doit être facile de se garer aussi, parce qu'évidemment, les gens achètent, ils ont beaucoup de sacs, ils sont encombrés, et donc le parking, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, l'administration publique ne favorise pas ce genre de parcours parce que les commerçants voient une concurrence, même si on n'a pas encore de gros chiffres. Et ensuite, il y a un autre obstacle et c'est les entrepreneurs mêmes. Comme on disait auparavant, chacun est en rivalité avec le voisin. Au lieu d'y voir par là un accord, voire un marché, ils considèrent ceci comme une concurrence. Donc il faut aller au-delà de ces limites et de ces obstacles. Et ensuite, il y a la méfiance de la part des consommateurs même, qui, une fois sur le marché, peuvent évidemment connaître la saison, connaître le produit typique du territoire. Dans les années précédentes, il y a eu un manque d'éducation et on doit rentrer en familiarisation avec cela. Et le monde agricole aussi se demande aussi si ce produit vient de ce territoire-là. Effectivement, nous avons aussi donc ce parcours à faire qui est de former les gens, une formation et à partir des écoles et des enfants aussi. Alors, vous parliez justement des commerçants qui n'étaient peut-être pas très contents de voir un marché se mettre devant chez eux. Mais vous, avec Campagna Amica, vous avez déjà créé des magasins. Donc, c'est un peu paradoxal. Oui, ce sont des magasins qui, du point de vue de l'organisation et fiscale, permettent de faire transiter de la production agricole seulement. Donc, ce ne sont pas des circuits commerciaux, parce que du point de vue du fisc, le produit est toujours agricole, dans le fond. C'est des produits alternatifs, donc, et non pas qui rentrent en concurrence. Pardon, j'ai la traduction. Mais qui vend dans ces magasins? Le producteur?
À l'heure actuelle, c'est des producteurs, presque exclusivement. Mais il y a maintenant des contrats qui se sont créés. C'est un type de franchising. C'est un individu externe aussi qui, s'il a la disponibilité des locaux, achète par contrat à travers ce consortium national et propose aux consommateurs un produit agricole. Bien, merci Madame Paraloupi. Vous pouvez intervenir quand vous voulez également, parce qu'on va voir maintenant donc l'exemple du Maroc avec Moustapha El Kayat, qui est donc le président de l'AMLOG, qui est l'association marocaine de la logistique. Donc Monsieur El Kayat, vous avez entendu, on a parlé un peu des problématiques du circuit court en France, en Italie. Quid du circuit court au Maroc? Je vous remercie infiniment. Pour le circuit court, c'est quelque chose de tout à fait récent. Mais avant il faut le placer par rapport au contexte du Maroc. Dans la filière fruits et légumes, il y a deux logiques dans la même filière. La partie qui est destinée pour l'exportation, elle est selon les normes internationales et donc selon les contraintes imposées par le marché en aval. Et pour la partie qui est destinée pour le marché intérieur, on trouve maintenant deux logiques. Il y a la logique traditionnelle dans laquelle le marché est resté à l'état, je peux dire, où il n'y a pas de normes, où la distribution s'effectue d'une manière beaucoup plus, je peux dire, un peu chaotique, avec des pertes au niveau même de la production. Mais avec l'émergence de ce qu'on appelle la grande distribution, il y a une logique maintenant qui s'impose au niveau de la distribution des fruits et légumes au Maroc, selon les normes qui sont aussi au standard international. Et donc c'est à deux vitesses en quelque sorte. À deux vitesses, exactement. Mais paradoxalement, par l'implication des associations. Au Maroc, on a maintenant les aides des associations AMAP pour l'émergence dans des régions comme la région de Casablanca, la région de Rabat et aussi dans la région de Fès et Marrakech, etc. Ce qu'on appelle de commerce en circuit court, direct, producteur-consommateur. Et l'exemple de deux villes, surtout de Rabat et de Casablanca, sont révélateurs. Attendez, c'est en place depuis quand? Et est-ce que vous avez bénéficié d'aides spécifiques pour monter ce circuit court? Est-ce que vous travaillez par exemple avec les AMAP françaises là-dessus? Si, c'est grâce aux AMAP françaises et leur soutien à des associations au Maroc qu'on voit l'émergence de ce type de contact direct entre producteurs et consommateurs, et avec une logique bio, la formation du paysan, sa mise à niveau pour comprendre tout l'enjeu, et l'implication du consommateur. Je vous donne à titre d'exemple celle de Rabat Salé. Il y a à peu près 100 familles qui sont approvisionnées par semaine par l'association qui vient de démarrer il y a à peine un ou deux, même pas plus de 2 ans. Et l'approvisionnement s'effectue 4 fois par semaine au sein d'une école de la région, comme lieu de ce qu'on appelle d'approvisionnement. Par panier, le panier coûte autour de, je peux vous dire en euros, 15 € par panier, dans lequel il y a les légumes et les fruits de la saison. Et il y a un système, une personne qui pilote cette association et qui reçoit les informations par Internet, des remarques des consommateurs, et les consommateurs sont constitués comme impliqués dans le projet, dans une charte qu'ils ont signée avec les producteurs. Et grâce à l'intervention de l'association qui les a mis en contact pour la mise en œuvre de ce système de circuit court. Mais parallèlement à ces deux ou à ces quatre, maintenant on le trouve de partout dans les grandes villes, les villes moyennes, l'émergence de ce type de distribution. Il y a aussi un système intégré. Il y a un grand groupe agroalimentaire au Maroc qui a commencé à aller dans ce sens, à créer ses propres lieux de ce qu'on appelle de distribution dans les villes, ce qu'on appelle le groupe Les Domaines, avec bio et proximité pour le consommateur d'un certain niveau. Parce que la différenciation au niveau de la demande,
montre qu'il y a une clientèle qui est devenue plus exigeante. Et par conséquent, elle a besoin de se référer à des normes de, par exemple, bio, pour des questions de santé, etc. Et on voit, donc vous voyez, par rapport à l'émergence d'associations de type AMAP, il y a aussi un producteur qui contrôle de l'amont jusqu'à l'aval. C'est un privé. C'est un privé. Et qui a une part très importante du marché marocain et qui a ce qu'on appelle des fermes qui sont autour de ces grandes agglomérations pour jouer sur le problème de la moins de kilomètres, de tendre vers le dernier kilomètre au niveau de la logistique et de faire ce qu'on appelle la distribution directe aux consommateurs. Mais vous avez parallèlement à tous ces phénomènes-là, parce pour ne pas confondre bio et le reste, il y a des circuits courts aussi créés de manière informelle. Il y a certains agriculteurs des régions de grandes agglomérations comme Casablanca et ailleurs qui ont commencé à créer leurs propres clients et qui commencent à leur distribuer par des petites unités de distribution, que ce soit des petits moyens de distribution comme par exemple les petites camionnettes Honda, etc. Et de venir une fois par semaine à donner le panier à une somme bien déterminée, c'est-à-dire par rapport à la récolte de la saison. Mais là, il n'est pas bio, c'est-à-dire simplement pour producteurs et consommation pour la production locale. Mais finalement, on en revient aux schémas qui ont préexisté à la fois en France, au Maroc, enfin un peu partout. Oui, quoi. Oui. On va chercher son paysan les produits, il n'y a rien de nouveau. Oui, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire on est en train de suivre le même chemin, mais avec des difficultés que vous ne pouvez pas imaginer, parce que la filière fruits et légumes au Maroc, elle a plusieurs niveaux. C'est-à-dire lorsqu'on prend le cas d'ici, il n'y a pas ces niveaux. Parce que vous pouvez l'informel, il y a du commerce qui échappe, qui passe par... il y a les marchés de gros qui sont normalement institutionnellement obligatoires pour tous les fruits et légumes, doivent passer par les marchés de gros. Mais il y a une partie qui échappe à ces marchés de gros aussi, et qui passe par un circuit informel, et qui aboutit à la distribution par charrette, etc. Qui est une concurrence par rapport à ce qu'on appelle la grande distribution qui commence à émerger. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le plan Rawaj, qui est en train de poser le problème. Ça effectivement, on peut en dire un mot de ce plan sur la modernisation, notamment du commerce de proximité. Exactement. Alors, quel est, en quelques mots vraiment, quel est ce plan et qu'est-ce que lui peut apporter justement à cette filière courte? Le plan Rawaj, il est piloté par le ministère du Commerce pour développer ce qu'on appelle le commerce de proximité. Et par conséquent d'assainir un peu le marché de la distribution traditionnelle et de mettre à niveau ce qu'on appelle les épiciers qui jouent un rôle très important dans l'économie marocaine. Et dans ce plan Rawaj, il est prévu que d'ici 2020, il va y avoir 20% de la distribution assurée par la grande distribution. Et le reste va toujours rester pour ce qu'on appelle les épiciers, les petits commerces. Et donc il faut moderniser ce secteur. Alors là, il y a un enjeu, c'est-à-dire que de faire en quelque sorte comme ce qu'on appelle un commerce de proximité, mais avec un groupement des petits commerçants pour avoir un même fournisseur, parce que le problème de la logistique urbaine est devenu crucial dans les villes du Maroc. Et donc il faut savoir où on va stocker l'approvisionnement pour la dispatcher vers toutes les unités de distribution qui sont des milliers et des milliers dans le tissu urbain. Et c'est là où le plan Rawaj est venu pour voir le problème de la profession, la mise à niveau des épiciers, de faciliter l'accès aux fonciers et de revoir toute la législation concernant la distribution pour éviter l'hégémonie de la grande distribution vis-à-vis de la distribution, je peux dire, classique, à savoir la petite distribution de proximité. Vous essayez en fait d'éviter les erreurs qu'on a commises nous en Europe, en clair. Exactement. Bien, pour terminer un peu ce débat-là, il doit nous rester environ 5 à 10 minutes, j'aimerais bien faire un tour de table et qu'on évoque un peu la filière courte. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que vous croyez vraiment que la filière courte a un véritable avenir? On va commencer par M. Lantenois. Moi j'y crois, hein, parce que sinon je ne serais pas dedans. Oui, mais il va falloir argumenter. Mais
Je crois que ça répond aux questions de notre société aujourd'hui et que les gens veulent plus de traçabilité, plus de qualité, plus de beaucoup de choses, meilleure santé. Il y a quand même la contrainte du volume. À un moment donné, il va bien y avoir la contrainte du volume. Aujourd'hui, sur les circuits courts, moi je vois où en est l'Italie, on a 10, peut-être 15 ans de retard quand je vois ça. Mais après, nous sur Marseille, j'étais la semaine dernière à une réunion, on est en train de mettre en place une plateforme pour regrouper tous les gens qui travaillent en circuit court sur Marseille pour avoir un lieu d'approvisionnement commun. Donc il y a des choses qui partent et qui avancent parce que le nombre d'épiceries telles qu'ils sont montées en Italie, le nombre de projets sur Marseille vont croissant et que c'est des structures qui fonctionnent et les gens sont super demandeurs et donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer. Mais après, chaque chose en son temps. Alors, Madame Parolupi, vous avez forcément une vision beaucoup plus lointaine, puisque M. Lantenois vient de dire que vous avez 10 à 15 ans d'avance là-dessus. Donc, pour vous, est-ce que c'est un effet... Ah, vous n'êtes pas d'accord, donc... È stato molto generoso. Il est galant, il est galant. Alors, chez vous, vous, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour cette filière courte? Ci auguriamo che sia non una moda, ma un futuro, che è un'alternativa, non ha sicuramente l'ambizione di superare la grande distribuzione, questo no, però abbiamo potuto vedere che in anni di crisi economica e di crisi per l'agricoltura come questi ha dato respiro a molte aziende agricole, piccole, medie e grandi, anche perché nel caso di grandi aziende il riuscire a fare un po' di vendita diretta significa avere una disponibilità di liquidità economica che consente magari di non andare in banca ogni giorno a chiedere un prestito e quindi sono occasioni di vitalità per le aziende e anche di riconoscibilità per i consumatori, soprattutto nelle grandi città dove c'è fame di campagna, dove si è dimenticato cosa significhi la campagna, di rivalutare produzioni locali, ma allo stesso tempo di pensare al territorio circostante non come a qualcosa di lontano, ma qualcosa che sia vitale e da conservare per un'integrità e un ambiente che effettivamente ha un valore da tutti i punti di vista. Alors, vous avez 900 marchés, c'est quoi l'objectif? Ou alors, pour poser la question plus simplement, il y a la place pour combien de marchés? I mercati avranno un limite Les marchés numérico vont avoir une limite numérique parce qu'un agriculteur ne peut pas faire simplement le marché parce qu'il faut d'abord faire le travail, le métier d'agriculteur. Donc on voit qu'il y a des limites. Après une première année où ça a été un boom, aussi au niveau des chiffres, évidemment on a un peu freiné. On va peut-être arriver à 1000, 1100 marchés. Mon chef dit 2000, 3000. Il est politique, non? Sì. Appunto, siamo nel periodo Oui, un giusto. peu, oui. En plus, on est en pleine campagne là, non? Mais il y a des limites qui sont liées aux opérations. L'agriculteur est avant tout un agriculteur et ensuite il doit pouvoir se consacrer à la vente. Mais il y a aussi des entreprises qui font cela. Une donnée importante, c'est aussi le fait de recruter des personnes. Beaucoup d'entreprises ont conservé la famille, les filles, les enfants, les fils restent dans l'entreprise grâce à cela et donc il n'y a pas de nouveaux chômeurs sur le marché. Tout ça, c'est important, mais on parle encore d'un nombre d'entreprises très restreint et créer des alternatives comme celle des petits magasins permet d'élargir les choses. Et ce que l'on veut, c'est conserver cet esprit qui est lié au Made in Italy, mais pas seulement, non pas pour être les meilleurs, je le répète, mais pour essayer de redonner de la vie à l'agriculture italienne, pour que nos entreprises ne meurent pas. Monsieur El Kayat, au Maroc, même question. C'est un effet de mode. Au Maroc, plus de 45% de la population sont dans le milieu rural. Et les expériences vécues par le commerce, la relation entre producteurs et consommateurs
Il y a beaucoup de consommateurs sur la liste d'attente pour les deux cas réussis à Casablanca et à Rabat. Et par conséquent, il y a un phénomène, ce qu'on appelle d'effet d'imitation qui va se propager. Et je crois que le coût de la logistique, je parle le coût caché et le coût réel, va amener graduellement à développer ce système de circuit court, et en particulier pour permettre à la paysannerie marocaine de se développer tout en restant dans les mêmes territoires, pour éviter ce qu'on appelle ce flux de migration campagne-ville. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que le côté purement marchand, mais il y a le côté purement sociopolitique qui intervient pour encourager ce type de production, où il y a déjà une demande très importante. Je vous dis, il y a des listes d'attente. Une fois qu'ils ont lancé les deux projets à Casablanca, j'ai vu, ils n'arrivent plus à répondre aux besoins des demandeurs, la prise de conscience des consommateurs déjà. Et ce ne sont pas des consommateurs, je peux vous dire, de haut niveau. C'est de la classe moyenne qui est consciente des enjeux et de la consommation de quelque chose de local, bio. Alors, Monsieur Guillaume Armand, je voulais acquiescer tout à l'heure à ce que disait Monsieur El Kayat. Pour vous, votre opinion de grossiste, et puis surtout l'opinion de Monsieur Armand avant tout. J'acquiesçais sur l'approche économique qui va jouer un rôle important, je pense, dans les années à venir. Je voulais faire une petite rectification, c'est qu'il y a aussi de très bonnes oranges et très bonnes clémentines en Corse. Alors, c'est pas très bien de la Sicile, mais ça existe aussi. Ce qui paraît qu'il y en a aussi au Maroc. Et il y en a aussi au Maroc. Donc tout va bien. Au vu de ce qu'on vient des échanges qu'on vient d'avoir, on se rend compte qu'à des moments différents, à des stades différents, cette problématique locale, circuit court, il y a une vraie lame de fond qui existe. Je crois qu'on vient de vivre quelques décennies d'euphorie de consommation, de grande consommation. On voit bien sous différentes formes que les choses sont en train de tourner. Et je crois qu'au travers quelques mots qui sont devenus du vocabulaire courant, les nouvelles générations, les jeunes générations, qui sont les générations de demain, sont en train de s'approprier et s'approprieront tout ça. Mais quand on parle de Grenelle de l'environnement, quand on parle de bilan carbone, quand on parle de bio, quand on parle de développement durable, on est bien dans des choses qui s'inscrivent dans cette notion de circuit court. Le relais médiatique qui sont faits aujourd'hui sous différentes formes, le travail des différents intervenants dans la filière font que je pense que ce n'est pas un effet de mode, c'est une lame de fond qui va durer. Et ça, c'est quelque chose pour moi de fort, quelque chose de plus basique qui concerne l'activité de Pomona. Au jour d'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, Pomona, c'est 100 ans cette année. C'est dans notre ADN. D'un point de vue économique, c'est logique. Pourquoi aller chercher très loin ce qu'on a devant notre porte? Et pour illustrer mes propos, aujourd'hui, quand on prend notre région, la région Provence-Languedoc, à l'échelle de notre volume annuel, plus de 40% des produits, je parle bien de fruits et légumes, sont issus de la région Provence-Languedoc. Donc, la seule chose qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux, de le communiquer, de se donner les moyens que les gens et nos clients puissent s'en rendre compte. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ce n'est pas un effet de mode, c'est une vraie problématique et il y a de l'avenir là-dedans. Bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Monsieur Lantenois, Monsieur El Kayat, Madame Paraloupi? Je vous donne simplement à titre d'exemple. Le Maroc il a adhéré à ce qu'on appelle l'économie ouverte, et il y a des importations maintenant des fruits. On trouve des pommes et des bananes et de toutes les régions du monde. Et les Marocains préfèrent les bananes de la région d'Agadir et la région de Ralb parce qu'ils trouvent que c'est plus, il a un goût. Il n'est pas traité, il n'a pas subi tout un phénomène de chaîne de milliers et des milliers de kilomètres. Et je vous le dis, on était, malgré la concurrence redoutable que causent les bananes importées par rapport aux bananes fabriquées localement. Voilà, alors je suis très content de vous avoir laissé vous exprimer là-dessus. Comme ça, chacun fait son petit couplet sur son pays.
tous les fruits et légumes méditerranéens sont super. Pour ce qui est de la banane, c'est la Martinique et la Guadeloupe, mais c'est un peu plus loin nous concernant. Mais c'est français, ça qu'on qu'on vouliez dire. C'est français. Bon allez, ça y est, on est tous ex aequo. Merci à vous tous pour cet excellent débat et merci également au public. Et je vous donne donc rendez-vous demain pour notre dernier débat Econostrum. Merci.